Hello tout le monde. Alors, épisode à distance pour ce Conscience Collective, le 6e, pour lequel j'ai invité Lé, auteur d'une thèse sur le bayésianisme, et suivi par plus de 160 000 personnes sur sa chaîne YouTube Science for All. Avec ses compétences en algorithmique, Lé est devenu également un véritable connaisseur dans le domaine de l'IA ou intelligence artificielle. J'ai même eu le plaisir de l'inviter à TEDx Grenoble pour en parler. Et je me suis dit que réunir une personne qui connaît bien l'IA avec une personne qui connaît bien les neurosciences, enfin pour moi je l'espère, est le combo parfait pour parler de Neuralink, dernier né des entreprises de celui que l'on ne présente plus, Elon Musk. L'objectif de cette vidéo est de réagir à la publication scientifique et à la conférence qui ont été données en juillet dernier, démontrant bien haut que l'interface entre le cerveau et l'IA que souhaite développer Neuralink n'était pas loin de devenir réalité. Cela n'a pas manqué d'embraser Internet, avec parfois son lot de biais cognitifs. Je vous laisse là-dessus. Ok, alors merci Lé, je voulais revenir avec toi parce que j'ai vu plusieurs articles et plusieurs podcasts qui parlaient de Neuralink en les prenant pour des fous, ou dans le sens où on ne connaîtrait rien par exemple au code neural encore. Donc certes nos connaissances elles sont pas encore, on peut presque dire qu'elles sont la préhistoire dans ce domaine-là encore, mais dire que ne pas connaître le fonctionnement du cerveau induit ne pas pouvoir jouer avec, aujourd'hui c'est faux. Et c'est même plutôt un consensus scientifique de dire que on peut commencer à faire des choses. Alors notamment, moi c'est juste pour introduire en disant ma petite histoire. Moi j'ai déjà été à l'Institut de Neurosciences à Grenoble où j'ai fait des expériences. Donc ça s'appelle c'est avec la TMS, donc c'est une sorte d'électroencéphalogramme où on m'envoyait un petit signal électromagnétique à une zone précise du cerveau qui faisait bouger mon doigt ou ma main, quoi. Donc on arrive d'une façon un peu avec un peu l'émergence des réseaux de neurones, à comprendre des choses sans avoir besoin de tout comprendre très précisément. Ouais. Et notamment, la France est l'une des pionnières dans dans ce qui est les interfaces homme-machine, avec notamment Amil Louis Benabit, qui est un grand chercheur à Grenoble, qui en a développé pour soigner Parkinson ou pour encore avoir des exosquelettes qui se pilotent par la pensée. Donc du coup, question un peu pour toi, est-ce que... Alors, l'un de mes grands thèmes de ma chaîne, c'est le transhumanisme, et donc c'est un peu cette idée de repenser l'évolution de l'homme par la technologie, avec un objectif plutôt philanthrope, où on va essayer d'offrir une expérience de vie plus souhaitable à chacun. Ma question, c'est est-ce qu'on aurait un peu peur maintenant, pour certains, de prendre en main notre évolution, notamment quand on entend dire que Neuralink ne marchera pas, alors qu'en fait, si, ça peut commencer. Ouais, je pense que je vais juste rajouter d'autres raisons pour lesquelles... en fait, je pense qu'on a tendance à avoir une vision un peu binaire, à penser soit on comprend, soit on ne comprend pas. Alors que le mot comprendre est beaucoup plus... un continuum, déjà, est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on entend aussi souvent dire que les IA, on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur, ou que les ingénieurs qui développent les IA ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du vrai et du faux, c'est-à-dire que c'est un système complexe. Et les systèmes complexes, c'est impossible de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme le cerveau humain, c'est comme nos sociétés. Il se passe plein de choses dans nos sociétés, c'est très complexe. Les IA aussi, c'est des systèmes de plus en plus complexes. Donc pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a des réseaux de neurones qui ont des milliards de paramètres. Si on a 1 milliard de paramètres, c'est l'équivalent de 1000 livres. Un livre, c'est à peu près 1 million de bits d'informations. Et 1000 livres, c'est beaucoup. Enfin, c'est difficile de dire qu'on comprend 1000 livres. C'est parfois difficile de dire qu'on comprend un livre, surtout si c'est un livre de maths. Du coup, forcément, comprendre un truc aussi complexe qu'une IA ou qu'un cerveau humain, dans son entièreté, clairement, c'est assez illusoire. Par contre, comprendre beaucoup de parties, retenir des choses très importantes et améliorer une interaction qu'on pourrait avoir, ou notre capacité à faire de l'ingénierie sur quelque chose qui fait 1 milliard d'octets d'informations, ou dans le cas du cerveau humain, peut-être quelque chose de l'ordre de millions de milliards, ça reste possible parce qu'il y a des choses, comme dans la société, il reste des leviers sur lesquels on peut appuyer, et on peut tout de même avoir des bonnes prédictions. Donc, ce sera difficile d'avoir des prédictions à 100%, mais si on a un truc, on est sûr à 99% que ça va faire à peu près ce qu'on va faire, et que le 1% restant n'est pas ultra dangereux, ça vaut largement le coup d'essayer d'exploiter ça, de cette maîtrise que l'on peut avoir, même partielle, des systèmes complexes. Donc je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas besoin de comprendre à 100% quelque chose pour pouvoir progresser dans notre interaction avec ce quelque chose.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'au final, aujourd'hui, avec toutes ces choses-là, toute cette révolution technologique, est-ce que parier contre l'avènement d'une technologie, ça peut être raisonnable, voire devenu totalement illusoire? Est-ce qu'au final, vu que tout peut arriver peut-être, est-ce que parier contre, parce que je dis ça, on a parié contre le pétrole, on a parié contre Internet, contre plein de choses, qui sont au final aujourd'hui quotidiennes, quoi. Ouais, alors, je pense qu'il y a un autre truc par rapport aux neurosciences, mais qui est pas juste réservé aux neurosciences. Dans beaucoup de domaines, en fait, on est maintenant dans un déluge de données, quoi, un peu le big data. Donc, si on pense à la génétique, par exemple, ou enfin, juste gérer un réseau électrique, ou enfin, voilà, plein de données, les réseaux sociaux, tout ça, on est dans un déluge de données et historiquement, c'est très difficile de gérer ce déluge de données parce que le cerveau humain a la capacité qu'il a. Mais on a de plus en plus d'outils de traitement automatisé de l'information, hein, qu'on appelle souvent les intelligences artificielles. Ça peut être typiquement des réseaux de neurones artificiels qui permettent de mieux comprendre ces données et de trouver de meilleurs leviers d'action. Et dans le cas du cerveau, donc il y a par exemple ces expériences aussi où alors je ne connais pas du tout les détails, hein, je ne suis pas neuroscientifique, mais en gros on surveillait un peu l'activité cérébrale et on était capable de reconstituer au moins en partie, partiellement, avec un certain taux de succès supérieur au hasard, très nettement supérieur au hasard, les images que la personne avait en tête, notamment on réveillait la personne lorsqu'elle faisait des rêves, et on était capable voilà, d'avoir partiellement raison sur ce sur quoi elle avait rêvé. Et donc clairement il y a beaucoup de progrès et le truc c'est qu'on est encore au tout début de ça. Donc l'intelligence artificielle c'est un truc qui a été bouleversé parce qu'il y a plusieurs avancées qui ont fait que ça a beaucoup progressé. L'une d'elles c'est juste l'augmentation des puissances de calcul et l'augmentation de la quantité de données. Donc c'est vraiment ce qu'on observe en neurosciences. Et il y a d'autres facteurs, par exemple, aussi qui contribuent à ce développement très rapide des intelligences artificielles, comme par exemple le fait que beaucoup de solutions sont de plus en plus open source, notamment un réseau de neurones. Maintenant, n'importe qui peut lancer son réseau de neurones avec une librairie open source. Et ça permet toutes sortes d'applications qu'on n'a jamais imaginées avant. Et du coup, le champ des possibles a complètement explosé. Et du coup, aujourd'hui, j'aurais tendance à être très prudent sur ce qui est faisable dans tel ou tel domaine, y compris en neurosciences. Très bien, donc d'un côté, il y a certainement des opposants, mais aussi il ne faut pas être trop accélérationniste, c'est ça que je veux dire. Est-ce que la fuite en avant peut nous échapper? Donc oui, alors est-ce que la fuite en avant peut nous échapper? Je pense qu'il y a, alors il y a des dangers. Je pense que sur ces technologies, moi personnellement, je vois plus Neuralink comme quelque chose enfin, j'ai peur que la réflexion éthique soit un peu en retard par rapport à Neuralink. Notamment cette capacité à avoir des choses qui extraient automatiquement de l'information de notre cerveau. Il y a un truc qui existe déjà qui fait exactement ça, c'est le téléphone. Le téléphone extrait énormément d'informations de nous et, voilà, et aujourd'hui du coup Google ou Facebook nous connaissent très 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 bien. Donc ça peut être préoccupant, ça a aussi beaucoup d'avantages, hein. Ça permet d'avoir des solutions beaucoup plus personnalisées. Peut-être que dans le futur, on pourra avoir même des diagnostics médicaux précoces grâce à ces données qui sortent de nous. Et dans le cas de Neuralink, il y a des opportunités clairement énormes dans tout ce qui est thérapeutique. Donc je ne connais pas exactement les détails, je pense que tu connais mieux que moi, mais j'imagine que pour Parkinson ou pour des maladies comme ça, voilà, il y a un potentiel en tout cas de surveillance qu'on n'avait pas du tout avant, quoi, et qui pourrait conduire à de nouveaux diagnostics et voire à des traitements. Donc il y a clairement une opportunité énorme, également en termes d'expérience de vie, quoi. Donc, les téléphones, quand ils sont bien utilisés, sont quand même d'une aide incroyable, hein. On a accès à Wikipédia très rapidement, donc c'est quand même assez fou. Après, il y a aussi des risques lorsque ces technologies sont moins bien utilisées. Je crois que je t'ai perdu. Ouais, donc j'ai un peu peur que les risques éthiques soient pas suffisamment anticipés par rapport à ça. Donc de la même façon que le téléphone a des risques, en fait, ses effets secondaires en termes d'addiction, en termes d'utilisation exacerbée du téléphone, et puis même en termes de polarisation, de notre incapacité d'attention. Enfin, voilà, il y a pas mal de risques potentiels par rapport à juste à l'utilisation du téléphone. Voilà, les données privées qui sont réutilisées, l'information ultra ciblée, du coup le biais de confirmation. Voilà, il y a pas mal de risques potentiels par rapport au téléphone, dont beaucoup de gens en discutent. Et voilà, j'ai peur qu'un truc comme Neuralink pose également ce genre de problème.
notamment typiquement des problèmes de surveillance. Ça peut être encore un peu plus institutionnalisé, et puis si c'est fait par des acteurs malveillants, c'est quelque chose qui peut être très préoccupant. Du coup, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces risques potentiels, mais encore une fois, les opportunités sont absolument énormes, surtout dans le domaine thérapeutique. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller jusqu'à, alors c'est juste des propositions, mais une sorte d'espionnage industriel, ou peut-être on pourrait pas aller juste voler une image ou un son, mais peut-être aller jusqu'à voler une pensée de quelqu'un? Oui, je pense que c'est quelque chose de largement imaginable. Enfin, c'est ce qui se passe déjà un peu aujourd'hui. Enfin, il y a des systèmes de surveillance qui sont mis en place. Sans doute que la NSA ou la CIA récupèrent énormément de ces données, et puis Google et Facebook en particulier nous connaissent extrêmement bien. Et ça, c'est parce qu'on a. Et ça encore, je veux dire, c'est un téléphone qui. Voilà, je peux techniquement m'en séparer assez facilement. Ouais. Si c'est un truc qui est un peu plus implanté dans mon cerveau, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est aussi le côté addictif, c'est-à-dire que le téléphone est ultra addictif, et je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Mais je peux bloquer des applications sur mon téléphone. J'ai des systèmes pour réduire mon addiction au téléphone, et éloigner, si possible, de temps en temps mon téléphone de moi, de ma pensée. Si c'est un truc très très près du cerveau, ce sera beaucoup plus difficile de mettre cette séparation, et surtout très tentant en fait de se laisser aller, et de consommer énormément d'informations sans trop questionner les informations qu'on consomme. Ok, du coup ça me vient une question un peu bête, parce qu'on parle souvent des géantes firmes, Google et Facebook, enfin celles qui sont sur le sol américain, mais on entend aussi pas mal parler de la Chine. Une question bête, est-ce que un danger peut aussi venir de la Chine dans leur façon d'aborder le problème avec leur trajectoire actuelle? Oui, tout à fait. Je pense que le problème peut venir de beaucoup d'endroits différents. Je pense qu'il y a beaucoup de... Même de France ou pas? Oui, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour le De France ou de gouvernement Suisse, français de mieux comprendre sa population. C'est aussi une opportunité potentiellement, mais il faut que ça soit bien fait, parce que voilà, si on, enfin, alors, dans l'idéal démocratique qu'on a souvent en tête, en tout cas, il faut vraiment des trucs qui prennent la vie de tout le monde. Et si on a un truc qui exporte la vie de tout le monde directement dans des centres de données, il y a un potentiel pour avoir une décision aussi démocratique que possible. Donc en tout cas, il y a une collecte de données qui est largement faisable, et qui pourrait être largement souhaitable, mais qui aussi peut être utilisée à mauvais escient. Enfin, bref, ce qu'il faut voir, c'est que un système comme ça concentrerait beaucoup de pouvoir, et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités qui peuvent mal tourner si c'est mal exploité. Mais du coup, quelque part, question toute simple, c'est à qui de prendre ce genre de décision? Qui peut choisir quel progrès ou quel progrès ne peut pas se faire? Ou même, est-ce que c'est à quelqu'un de choisir, ou est-ce qu'il faut laisser les choses un peu se faire toutes seules? C'est très compliqué, parce que bon, là j'ai parlé du problème de la centralisation des données, mais en fait, moi l'opposé me fait encore plus peur. Enfin, imaginez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont chacun toutes les données de tout le monde, c'est encore plus effrayant, parce que chacun du coup pourra exploiter ces données à mauvais escient. Et il suffit qu'il y ait un mauvais acteur pour que quelque chose de catastrophique ait lieu. Du coup, la décentralisation, en tout cas une décentralisation naïve, ne me semble absolument pas souhaitable. Je pense qu'on a vraiment juste, dans un monde où on a de plus en plus ces nouvelles technologies de collecte et de traitement de l'information, qui représentent un pouvoir qui, je pense, est sous-estimé par beaucoup de gens, parce qu'on peut faire énormément de choses avec l'information. Et du coup, je pense que c'est vraiment urgent de se poser un peu ces questions, non seulement d'éthique, mais également de gouvernance, de savoir comment est-ce qu'on imagine un futur où on peut néanmoins exploiter le potentiel de ces technologies, mais tout en évitant ces effets secondaires indésirables. Ok, je voulais revenir un peu sur le personnage de cette aventure Neuralink, Elon Musk, qui partage notamment une vision commune avec Laurent Alexandre, donc sur l'intelligence. Pour sauver le travail, eux, leur théorie, c'est il faut rester compétitif avec l'IA, d'où cette volonté de Musk de créer cette interface homme-machine, homme-IA. Est-ce que Neuralink, au final, ça peut être une bonne technologie avec des mauvaises utilisations, dans le sens où est-ce qu'on va peut-être entretenir notre vision actuelle du travail, notre système actuel, en nous empêchant de voir les autres alternatives, au final, et d'être forcément dans une compétition avec l'IA, et pas de voir l'IA comme un outil. Alors peut-être beaucoup de questions, je te laisse décomposer comme tu veux.
Ouais, alors est-ce que l'humain. Alors déjà, je pense qu'on peut poser la question, est-ce que l'humain sera compétitif avec l'IA, même avec ces technologies? Ça me semble vraiment pas gagné. Parce que, enfin, en termes de puissance de calcul, de capacité de traitement d'informations, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA, enfin, aujourd'hui, ça tourne sur des serveurs aux quatre coins du monde, dans un truc décentralisé avec des milliards des millions de gigaoctets qui circulent à tout moment. Très rapidement et qui sont traités par des microprocesseurs qui font, ou des GPU, enfin des cartes graphiques qui font des milliards de calculs par seconde chacun. Du coup, ça fait des milliards de calculs. C'est des ordres de grandeur qui sont très largement supérieurs, en tout cas sur beaucoup de tâches, à ce que le cerveau humain est capable de faire. Et du coup, être compétitif par rapport à ça, ça me paraît difficile. Et puis ça me paraît pas forcément souhaitable, parce que la plupart des tâches des IA, elles sont horriblement chiantes. On va dire, ce que fait un algorithme, la plupart des algorithmes font quand même des trucs horriblement chiants. YouTube, regarde toutes les vidéos de YouTube. Est-ce qu'on a envie de faire ça? C'est discutable. Est-ce qu'on a envie de sous-titrer toutes les vidéos YouTube? Est-ce que c'est un boulot qu'on a envie de faire? Pas sûr. Du coup, cette idée de compétitivité, elle paraît en fait très problématique. Après, ce qu'on a souvent en tête, c'est sur les tâches qu'on considère nobles ou dignes, ou quelque chose comme ça, ça serait bien que l'humain serait au niveau de la machine sur ces tâches. Donc ça, c'est un peu un idéal que l'on a. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être supérieur à l'IA pour apprécier faire ces tâches? Donc il y a un excellent documentaire sur AlphaGo que j'ai vu il y a quelques semaines, que je recommande vivement, où on a cette machine, donc AlphaGo, qui bat Dissidol, qui devient sans doute le meilleur joueur de Go au monde. Enfin maintenant, c'est clairement le meilleur joueur de Go au monde. Est-ce que c'est grave d'avoir perdu cette suprématie? Est-ce que les joueurs de Go ont arrêté de jouer au Go? Est-ce qu'ils ont arrêté d'apprécier le Go parce qu'ils ne sont plus à la pointe du Go? Non, pas du tout. Au contraire, le jeu de Go est devenu d'autant plus populaire parce que la machine a battu les humains. Et les joueurs de Go, en plus, ont complètement révolutionné, les experts de Go ont révolutionné leur façon de jouer au Go. C'est comme s'ils avaient découvert tout un nouveau monde à explorer grâce à la machine. Et certes, la machine est supérieure, mais ça n'empêche pas d'explorer ce monde. Et je pourrais dire la même chose des mathématiques. Moi, je ne suis clairement pas un mathématicien de premier rang. Voilà, si je me mets à côté de Cédric Villani ou de Terence Tao, j'ai l'impression d'être un chimpanzé. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier de faire des maths. On n'a pas besoin d'être à la pointe pour pouvoir trouver du plaisir dans ce que l'on fait et dans les tâches qu'on réalise. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit nécessaire d'être au niveau des machines. Et puis en fait, ça serait même assez préoccupant d'avoir une personne aussi puissante que les machines aujourd'hui, et encore plus d'avoir 1 milliard de personnes aussi puissantes que les machines aujourd'hui. Encore une fois, parce que ça revient à une décentralisation d'un pouvoir qui reste énorme. Parce qu'avec les technologies, on a un pouvoir beaucoup plus grand que sans les technologies. Et donc si chacun a cette technologie, il y a des menaces potentielles qui viendraient des quatre coins du monde, de milliards de personnes. Et il suffirait qu'il y en ait peut-être une pour causer une personne malveillante, pour causer une catastrophe possiblement de grande ampleur. Du coup, d'un point de vue sécurité, en fait, ça me paraît assez préoccupant d'avoir une démocratisation trop massive de technologies puissantes. Ouais. Alors pour rester un peu dans ce domaine de repenser le travail, il y a un autre domaine qui, je pense, est bien à repenser aussi, c'est l'éducation, notamment parce que Neuralink, on parle beaucoup de lecture du cerveau, mais on va pouvoir aussi parler de l'écriture du cerveau. Et notamment, Elon a annoncé qu'on pourrait peut-être apprendre une langue en un claquement de doigts grâce à Neuralink. Comment toi tu verrais l'apprentissage demain? Est-ce que les écoles existeront toujours? Est-ce que c'est souhaitable qu'elles existent toujours du point de vue du cerveau des élèves, quoi? Ou est-ce que le concept de l'évolution, lui aussi, comme le travail, peut totalement évoluer? Alors je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans l'apprentissage en général. Cependant, moi je suis un peu plus sceptique de l'écriture du cerveau, notamment pour écrire des trucs compliqués comme le fait de savoir parler une langue, pour des raisons algorithmiques. C'est-à-dire que l'apprentissage, on sait que c'est quelque chose de compliqué, la structure du cerveau, tout ça. Faire apprendre quelque chose à un réseau de neurones, c'est difficile. Et c'est tout le défi de la recherche en IA actuellement.
Et souvent, on apprend beaucoup, il faut beaucoup de données pour apprendre quelque chose, mais il faut aussi et surtout beaucoup de calculs qui ont lieu à l'intérieur de la machine. Donc moi, j'ai l'impression, en tout cas, que alors, ce qui pourrait être largement possible, c'est d'avoir un module extérieur au cerveau qui effectue la traduction en temps réel à notre place. Ouais. Et ça, d'une certaine manière, ça existe déjà un peu. C'est Google Translate, et c'est utilisé par les gens, et il y a moyen de l'améliorer et tout ça. Maintenant, vouloir changer directement à l'intérieur du cerveau nos facultés dans les langues, par exemple, ça paraît beaucoup plus difficile, notamment parce que les calculs qui ont lieu à l'intérieur du cerveau sont limités par la biochimie du cerveau, la biochimie électrique du cerveau. Et c'est, du coup, ça paraît déjà beaucoup plus compliqué. Et en fait, souvent dans l'apprentissage, ce qui limite l'apprentissage, donc il y a une vidéo de Veritasium par exemple qui parle de ça, ce qui limite souvent l'apprentissage, c'est pas ce qu'on envoie, c'est pas l'information que reçoit la personne, mais c'est le traitement de cette information par cette personne à l'intérieur de son cerveau. Donc j'ai l'impression que c'est plus les capacités de calcul à l'intérieur du cerveau qui sont le facteur limitant, plutôt que ce qu'on appelle la bande passante en informatique, c'est-à-dire la quantité d'informations qui passe de l'extérieur à l'intérieur du cerveau. Donc ça, c'est pour ça que j'aurais tendance à être un peu sceptique par rapport à l'écriture, à la possibilité de faire ça techniquement et facilement. Mais bon, c'est possible que je me trompe, largement. Après, il y a un autre point qui est en fait que l'écriture du cerveau me paraît beaucoup plus préoccupante encore que le fait d'émettre de l'information, que la lecture du cerveau. Parce que si cet appareil d'écriture est contrôlé par un agent malveillant, ça fait très très peur. Ouais. Mais même s'il est contrôlé par un agent malveillant, il y aura sans doute des effets secondaires qu'il n'aura pas anticipés. Et puis encore, s'il est écrit par nous-mêmes, si on contrôlait nous-mêmes notre écriture de notre cerveau, il y a largement moyen qu'on s'auto-manipule et qu'on s'auto-hack. Et si on s'auto-hack, on peut avoir des dysfonctionnements majeurs. Moi, j'ai tendance à vraiment pas me faire confiance à moi, surtout me faire confiance à moi tout le temps. C'est-à-dire que donc dans mes vidéos, parfois, je parle de moi plus et de moi plus, donc c'est une meilleure version de moi. Donc moi, je considère ne pas du tout être mon moi plus. Il y a une marge de progression énorme. Mais c'est pire que ça, c'est que je pense qu'on peut... j'ai introduit, c'est la première fois que je le dis, mais ça fait longtemps que j'ai en tête, l'idée d'un moi moins. Le moi moins, c'est moi quand je suis fatigué. Et le moi moins est nul, quoi. Il est lâché, quoi. Il passe son temps à regarder des vidéos de merde sur YouTube, quoi. Et du coup, le moi moins est ultra vulnérable. Et si ce moi moins a accès à une écriture de son cerveau, ça me paraît très très dangereux, très très préoccupant. Ouais, et même pour reciter Wikipédia dont on a déjà parlé, aujourd'hui, on a accès à Wikipédia, par exemple, mais c'est pour ça qu'on connaît tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Donc, est-ce que si ces interfaces-là nous offrent une sorte d'omniscience, est-ce que c'est pour ça qu'on va forcément y goûter ? C'est une bonne question, c'est pas clair. Finalement, ça pose vraiment la question un peu de comment... qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, quelles sont nos envies, d'où viennent ces envies. Il y a aussi la capacité, du coup, à réécriture ses propres envies, qui pourrait être largement souhaitable. C'est-à-dire que moi, si je pouvais empêcher mon cerveau d'être addict à des vidéos de foot sur YouTube, en tout cas addict au point où j'en suis aujourd'hui, je le ferais, quoi. J'ai des trucs que j'aimerais corriger dans mon cerveau, quoi. Donc clairement, si c'est ce module et qu'il est contrôlé par le moi plus, je peux le tirer à profit, quoi. Ça me paraît souhaitable. Donc clairement, il y a des progrès à faire, et après, l'interface machine n'est pas la seule façon de le faire aussi. Il y a aussi des façons alternatives, et on peut s'encourager au quotidien à essayer de combattre ces addictions, hein. C'est un truc qui se fait beaucoup. C'est sûr que si on a un module qui le fait bien, ça aiderait. Ce genre de technologie, je pense qu'il y a un potentiel énorme, encore une fois. Si c'est bien foutu, ce sera génial. Mais il y a des risques qui me semblent également énormes, et il faut faire gaffe un peu aussi aux risques. Du coup, question un peu plus pragmatique, par rapport au quotidien de demain, comment tu te vois vivre si ces choses-là se démocratisent en termes de dématérialisation de plein de choses, du téléphone, du GPS? À quoi ressemblerait un peu la vie demain? Donc on va voir, mais
Moi, j'aurais tendance à vouloir. Enfin, moi, personnellement, je me fais pas confiance. C'est vraiment ça. Je ne me fais pas confiance. Déjà, avec mon téléphone, j'installe des applications pour m'empêcher de faire certains trucs sur mon téléphone. Et si je me sens pas capable de faire ça, la même chose avec un module qui serait très proche de mon cerveau et que je pourrais pas. Je pense qu'il faudra faire très très gaffe à ça. Donc en tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait suffisamment de réflexion sur ces conditions de sécurité finalement du cerveau pour faire confiance suffisamment à ces technologies aujourd'hui. Du coup, pour l'instant, je préfère me reposer sur un téléphone bien foutu. Mais après, dans l'avenir, c'est vrai que ça pourrait être tellement pratique d'avoir en fait une grande partie de ce qui est nécessaire de préparer pour pouvoir accéder à une information beaucoup plus accessible. Mais je pense que plus généralement, en fait, si on y réfléchit, si on réfléchit beaucoup à la place de l'information dans nos sociétés, je vous invite vraiment à essayer de vous dire, à chaque fois que vous avez un projet, une tâche, un truc à faire, quelle est l'importance de l'information dans cette tâche. Et souvent, je pense qu'on la néglige énormément. C'est-à-dire que l'information est vraiment clé. Et souvent, on va vouloir maîtriser du coup cette information, savoir, décider soi-même, être capable de trouver l'information facilement. C'est parce qu'on a les technologies qu'on a aujourd'hui il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué, par exemple, de gérer l'information, de stocker l'information, de partager l'information avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, avec les technologies, c'est beaucoup plus facile et du coup, il y a des projets qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles avant. Petit à petit, en tout cas, c'est un truc que j'essaie de faire, c'est essayer de déléguer la tâche de la gestion de l'information que je trouve pas souhaitable à faire moi-même, pas excitante à faire moi-même, essayer de la déléguer aux machines, surtout si la machine est capable de mieux le faire que moi. Donc typiquement, c'est l'utilisation de l'agenda sur le téléphone. J'utilise pas mal mon agenda pour me mettre des rappels au bon moment pour que je fasse le truc, et comme ça, j'ai pas à le garder dans mon cerveau, j'ai pas à gérer moi-même cette tâche. Et donc cette externalisation en fait du traitement de l'information, qui est une part importante de beaucoup de nos projets et de nos vies, c'est quelque chose qui est globalement extrêmement souhaitable, puisque ça permet vraiment de se concentrer sur la tâche du moment. Du coup, j'aurais tendance à imaginer un futur où on est de plus en plus bon à cette tâche, à cette façon d'externaliser les tâches qu'on ne trouve pas désirables à faire soi-même. Et pour cela, il faut concevoir bien sûr des technologies d'information qui fassent ça bien, et qui soient fiables, et qui soient sûres et tout ça. Mais j'imagine moi, ma vision un peu du futur, c'est vraiment cette externalisation progressive qui a déjà eu largement lieu. Si on reprend l'histoire de des civilisations, avant, si on faisait un échange commercial, si on échangeait 2 moutons et que l'autre nous disait demain je te ramène 3 moutons pour compenser, on devait garder ça en tête. Puis après, il y a eu l'invention de l'écriture, puis après de l'imprimerie. Et voilà. Le traitement, l'externalisation des processus mentaux est vraiment une tendance très très forte dans l'histoire de l'humanité. Et j'aurais tendance à imaginer qu'elle continuera à l'avenir. Ok, bon écoute, dernier point, je voulais revenir avec toi sur notamment une citation de ce fameux professeur, Amélie Benhabib, qui est le pionnier en France des interfaces homme-machine, surtout dans le domaine médical, qui en 2007 s'est exprimé pour prendre position un peu sur tout ce qui est augmentation de ces interfaces, jusqu'où on peut aller. Notamment, il disait on m'interroge toujours sur ce que j'appelle l'augmentation, et mon attitude a changé. Au début, je disais il ne faut absolument pas faire ça. Mais après, alors lui à ce moment-là, il parlait de perdre ses fonctions cognitives avec l'âge. Il a dit cela est très gênant. Est-ce que ça ne pourrait pas être amélioré? Serait-ce alors de l'augmentation? Et en allant plus loin sur le concept d'intelligence, il a dit en quoi serait gênant si on stimulait le cerveau? A-t-on peur de rendre l'autre plus intelligent entre guillemets, de propulser le QI, pour peu de croire que le QI est ce qui définit l'intelligence, ce qui est remis en cause. Et lui, il dit c'est pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on respecte un statu quo. Donc ma question pour toi, c'est un peu, est-ce qu'avec toutes ces interfaces-là, on pourrait aller voir une sorte le dernier single point of failure de l'humain, c'est-à-dire un peu la perte de nos fonctions cognitives avec l'âge, elle est inéluctable, et même aller dire jusqu'à une fois que la mort cérébrale elle est déclarée, c'est irréversible, quoi. Est-ce qu'on pourrait essayer de remettre en question cette grande valeur un peu divine? Globalement, je pense que
l'augmentation cérébrale, c'est devenu un peu un tabou, mais à chaque fois que je prends un café, j'ai l'impression que c'est ça que je fais, quoi. Ouais. Et même me mettre dans des conditions de travail, gérer l'ordinateur, interagir, avoir une bonne interaction avec mon ordinateur ou mon téléphone, c'est m'augmenter finalement d'une certaine manière en externalisant certains calculs, comme la recherche d'informations fiables. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on observe dans notre quotidien. Et moi personnellement, je trouve ça incroyablement triste que à passer 30 ans, la plupart des humains se disent les maths c'est fini pour moi. Même passer 18 ans pour beaucoup, mais dire je peux plus j'ai plus le niveau en maths ou j'ai pas le niveau en maths, comme si c'était une fatalité et qu'on pouvait rien y faire. Moi je trouve ça assez triste et oui, de façon égoïste, ça veut dire que ça m'arrivera à moi aussi dans le futur. Voire que ça commence déjà peut-être à m'arriver, j'espère pas trop. C'est un truc qui, je trouve ça très triste, quoi. C'est vraiment dommage. Réfléchir à des problèmes complexes, pour moi, c'est une des plus grandes jouissances qui soit. Et perdre mes facultés à y arriver, c'est un désastre pour moi, en tout cas, de façon égoïste. Donc, clairement, au moins préserver mes facultés et m'ouvrir encore la porte à des découvertes, à un progrès intellectuel, ça me paraît un truc dans l'absolu extrêmement souhaitable. Et s'il y a des technologies pas trop compliquées pour aider à ça, et qui soient robustes et sécurisées, ça me paraît un apport bénéfique énorme à plein de gens potentiellement. Et puis surtout sortir un peu de cette vision qu'on est tel comme on est et on peut pas s'améliorer, parce que je pense qu'on peut tous largement s'améliorer, quoi, et sur plein de points. Et je pense qu'il y a un plaisir énorme. Pour moi, un des plus grands plaisirs, c'est s'observer, progresser, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on soit parfois dans une vision assez fixiste des choses, et de dire un peu c'est comme ça. Alors que y a une jouissance énorme à progresser de façon générale, quand même. Que ce soit avec ou sans technologie, mais bien sûr, malheureusement, il y a des trucs, il y a des points sur lesquels, comme la sénescence, où sans technologie, il y a peu de chances qu'on continue à progresser. Ouais. Du coup, je voulais finir avec toi sur une toute dernière question, et qui est un peu métaphysique, mais moi qui me plaît beaucoup, que je tenais à cœur à te poser. Du coup, avec l'état actuel de la médecine, on peut technologiquement, par exemple, refaire partir un cœur qui s'arrêtait de battre. On peut sauver un prématuré qui était voué à la mort grâce à des caissons qui sont aussi très technologiques. Et ces actes sont souvent qualifiés de très beaux, très miraculeux, et il y a un engouement populaire quand ça arrive, quoi. Ouais. Est-ce que on pourra avoir le même type d'émotion aujourd'hui ou demain, et d'engouement, si on arrive à faire repartir un cerveau qui s'est arrêté après une mort cérébrale? Est-ce que tu penses qu'on aura la même vision des choses? Après, ça dépend combien de temps après la mort cérébrale, j'ai envie de dire, en pratique, souvent. Ouais. Si c'est 1 heure après, je pense que ça sera considéré comme un miracle par tout le monde. Si c'est 1 an après, ce sera peut-être un peu plus bizarre. Si c'est 5 siècles après, je pense que peu de gens s'enthousiasmeraient devant ça. Parce que je pense que c'est une question assez prédictive, finalement, ce que tu poses. C'est comment est-ce qu'on réagira à ça dans le futur. C'est difficile à dire. C'est difficile de prédire l'avenir. Et je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont l'évolution... la manière dont on parle, quelles sont les informations qui seront plus mises en avant, quelles sont les informations les plus virales sur les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est pas facile de faire une prédiction par rapport à ça. Bah écoute, top. Merci Lé à toi d'avoir répondu à toutes mes questions, quoi. C'était un vrai plaisir. Merci à toi.